Bonjour à tous. Donc, je me présente, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité, et nous intervenons spécifiquement au cabinet sur des sujets d'expatriation fiscale euh, dans le monde entier. Et aujourd'hui, on m'a demandé de vous présenter un sujet concernant Dubaï. Dubaï est une destination très, très courue. On voit, depuis que je suis avocat fiscaliste et que je fais de l'expatriation fiscale, on voit quand même un certain nombre de mouvements. Donc, on voyait un mouvement vers la Belgique à un moment, puis après vers le Portugal. Et là, on va dire depuis la fin du Covid, un mouvement très fort vers Dubaï. Et spécificité de Dubaï, c'est qu'on a une clientèle qui peut être aussi bien faite de jeunes, de retraités, de chefs d'entreprise, vraiment une grande diversité dans notre clientèle et on a vraiment des demandes en permanence. Donc l'idée aujourd'hui est de se dire, mais je souhaite aller à Dubaï, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je regarde? D'abord, on va commencer par le préalable. Quelles sont les caractéristiques de Dubaï? On dit souvent que c'est un paradis fiscal. Alors, c'est pas entièrement faux, mais vous allez voir qu'il y a aussi le revers de la médaille. Paradis fiscal parce que absence d'impôt sur le revenu, une exonération d'impôt sur la fortune immobilière et, élément supplémentaire, une absence de retenue à la source sur les dividendes de source française. Ça veut dire que lorsque vous êtes associé d'une société française, vous allez constater que normalement, on doit avoir, lorsqu'on lit les conventions fiscales internationales, une retenue à la source typiquement de 15 ou 10%. Il se trouve que Dubaï est une exception, on a un taux à zéro. Ça veut dire que quelqu'un qui réside à Dubaï et qui reçoit des revenus d'une société française n'aura aucune imposition de la part de la France et bien entendu de la part des Dubaïotes et des Émirats arabes unis. Donc maintenant, le pendant, c'est qu'on a aujourd'hui une petite évolution, alors une évolution qui a beaucoup fait parler, mais qui reste quand même extrêmement négligeable, c'est en matière d'impôt sur les sociétés. Parce qu'effectivement, Dubaï a annoncé, les Émirats arabes unis ont annoncé la création d'un impôt sur les sociétés, un peu sous la pression de l'OCDE et des États étrangers, mais vous allez voir qu'on est dans des cas très, très spécifiques. Alors, première chose, ce qu'il faut comprendre à Dubaï, c'est qu'on a deux types de sociétés, la société mainland et la free zone. La mainland, c'est typiquement la société émirati, locale, entreprise locale, on peut la localiser où on veut, on traite aussi bien avec des particuliers qu'avec des entreprises, et il y avait jusqu'à peu une obligation de codétention à 51% par un Émirati. Aujourd'hui, on peut tout à fait être résident fiscal des Émirats avec un permis de résidence et détenir une mainland. Ces sociétés mainland seront imposées à l'impôt société. Mais il faut savoir que c'est quasiment 5 à 10% des sociétés détenues par des résidents fiscaux étrangers, et notamment par des personnes qui vont vivre à Dubaï, puisque généralement, tout le monde va sur le principe des free zones. Ce qu'on peut appeler comme free zone, c'est l'équivalent d'une société offshore. Donc, on privilégie les investissements étrangers. On doit avoir une zone géographique définie, mais alors vous allez voir, vous en avez plusieurs centaines à Dubaï et c'est souvent dans tel building avec des avantages fiscaux. On ne peut pas traiter avec les particuliers et on peut avoir une détention à 100% par les résidents, par des étrangers, qui soient résidents ou non résidents. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la structure utilisée pour faire de l'export, pour faire une activité informatique ou même, nous, on le voit avec des cryptos pour certains clients. Donc, après, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que cette société a une activité sur le territoire émirati? À ce moment-là, elle sera soumise à l'impôt société, soit elle n'aura pas d'imposition sur le territoire émirati, et là, elle ne sera pas soumise à l'impôt sur les sociétés. Alors, l'impôt société est normalement de 9%.
on verra l'évolution puisque ça doit rentrer en application d'ici quelques mois et on verra certains détails parce que dans la mesure où on n'a pas d'impôt sur le revenu, on voudrait savoir comment vont être traitées les rémunérations. La logique voudrait qu'une rémunération vienne en déduction du résultat. Si c'est le cas, ça mettrait à zéro un impôt société, alors que derrière, c'est une charge qui n'est pas soumise à un impôt sur le revenu aux Émirats arabes unis. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'à côté du paradis fiscal, on commence à voir quelques aspects de fiscalité internationale. Enfin, 9%, il faut être clair, on est quand même dans le bas de la fourchette. Mieux que Hong Kong et beaucoup mieux que tous les pays européens lesquels on peut souvent se comparer. Alors maintenant, le souci, quand on veut se préparer à une expatriation fiscale, ça, généralement, on le connaît, on le voit, on se dit, bon, c'est un paradis fiscal. Derrière, il faut voir quand même le risque fiscal, et il y a un risque fiscal extrêmement important lié aux Émirats arabes unis. Pourquoi? Parce qu'on a une convention fiscale de 1989 et on a une disposition 19.2 que je vais vous expliquer. Il faut bien comprendre que la convention fiscale entre la France et les Émirats, un peu comme celle entre la France et l'Arabie saoudite ou avec le Qatar, sont extrêmement favorables à ces pays parce que l'objectif a été toujours de privilégier les échanges et notamment l'importation de pétrole et de gaz. Donc, on a des situations qui sont extrêmement atypiques, mais du coup, comme on se trouve avec des paradis fiscaux, on a souvent une clause qui peut poser problème, et c'est le cas de l'article 19.2 qui donne lieu à de nombreuses applications, notamment, je parle des influenceuses sur ces dernières années, qui ont été contrôlées et qui sont souvent passées sous les fourches codines de l'administration fiscale, parce qu'elle n'avait pas pris soin de comprendre le fonctionnement de cette convention. L'article 19.2, il dit quoi? Il dit qu'à partir du moment où un résident des Émirats arabes unis est établi en France et qu'il va pouvoir remplir les conditions de l'article 4B du Code général des impôts, on appliquera la convention fiscale française. C'est ce que veut dire ce que vous lisez dans le 19.2. Ça veut dire que vous pouvez vivre à Dubaï, ne jamais revenir en France, mais remplira des 3 critères de la convention du Code général des impôts et donc rester imposable en France. Alors, pourquoi cet article est compliqué à analyser? Parce que c'est quoi l'article 4B? L'article 4B, c'est la définition de la résidence fiscale. La résidence fiscale en France, c'est un des 3 critères. Alors, on va rappeler les critères, c'est le foyer d'habitation. Donc, si vous avez un foyer d'habitation en France, malgré le fait que vous soyez à Dubaï, vous aurez un risque de requalification de résidence fiscale. Vous avez un sujet sur la durée du séjour et le centre des intérêts économiques. Autant être clair et bien expliquer que le vrai sujet n'est pas celui, c'est rarement celui de la durée du séjour. On a celui du foyer d'habitation, mais on arrive à le contourner parce qu'on explique à nos clients que le foyer d'habitation, c'est vous ne pouvez pas avoir un foyer où vous pouvez habiter, que ce soit une ancienne résidence principale ou une ancienne résidence secondaire. Donc, soit elle est vendue, soit elle est mise en location. Mais derrière, on a un autre sujet, c'est le sujet principal, c'est ce qu'on appelle le centre des intérêts économiques. Donc, nous, on va rentrer dans ce sujet-là au fur et à mesure que l'on fait l'analyse. Et donc, lorsqu'on décide de partir, on va faire quoi? On va aller regarder, nous, et c'est pour ça que c'est le sujet que je voulais soulever aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dire je vais à Dubaï, puis je vais voir, je ne vais pas payer d'impôts. Non, ce n'est pas du tout ça, et ça donne lieu à des redressements plutôt importants. Maintenant, moi, je vois sur tous les clients qui sont partis depuis quasiment même plus de 10 ans, les premiers clients doivent être partis depuis 2012. On n'a pas eu de redressement parce qu'on fait très attention, on conseille nos clients et puis on leur dit, lorsqu'ils sont en risque, attention, est-ce que vous souhaitez vraiment partir vers cette destination ou vers une autre? Donc, au regard du 19.2, qu'est-ce qu'on va regarder?
On va aller regarder surtout le centre des intérêts économiques. On considère vraiment que le foyer d'habitation et la durée du séjour, ce n'est pas un problème. Donc, on va aller voir si vous conservez des salaires de source française, si vous conservez des postes de mandataire social en France, si vous bénéficiez de distribution de dividendes de source française et est-ce que vous avez, par exemple, des revenus fonciers. C'est généralement les 4 éléments qu'on va regarder. Alors, celui qu'on n'aime pas du tout, c'est la conservation d'un statut de mandataire social, sauf pour des SCI qui ne sont pas des sociétés d'exploitation, mais sur des sociétés d'exploitation, c'est quand même un handicap et ça peut être mal interprété. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder quels sont les revenus de source française et quels sont les revenus que vous allez avoir de source dubaïote. Il n'est pas interdit d'avoir des revenus de source française. On parle du centre des intérêts économiques. Ça veut dire que le centre de vos intérêts économiques doit être à Dubaï et pas en France. Donc, il va falloir faire l'analyse de qu'est-ce que vous allez recevoir, facturer à Dubaï par l'intermédiaire d'une société et quels sont les revenus que vous pouvez conserver de sources françaises. Donc, il y a vraiment une analyse à faire. Chaque cas peut être très différent. Et puis, on fait l'analyse d'abord au niveau de la source des revenus, donc en matière de revenus, puis on le fait aussi en matière de patrimoine. Le foyer d'habitation. Alors, spécificité dubaïote, du moins au regard de la convention entre la France et Dubaï. Vous savez qu'il y a maintenant 3 ans, le régime des plus-values en matière de cession de résidence principale a évolué pour les non-résidents et qu'on laisse un délai d'1 an, voire un peu plus, pour, après départ, pouvoir vendre. Si vous partez à Dubaï, vous ne pouvez pas bénéficier de cette disposition. Parce que Dubaï n'a pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement. Donc, vous n'aurez pas cette capacité. Donc, il faut bien comprendre que le jour où vous allez poser le pied aux Émirats arabes unis, immédiatement, l'abattement résidence principale, vous le perdrez. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez payer de la plus-value après. C'est tout simplement que vous allez rentrer dans un mécanisme propre à ce qu'on a l'habitude de voir pour des résidences autre que la résidence principale en France, c'est que vous allez bénéficier d'un abattement en fonction de la durée de détention, lorsque vous détenez le bien en direct. Donc, attention sur cet aspect-là. Puis, on va regarder aussi le patrimoine que vous avez en France, immobilier ou mobilier. Mais il faut bien tenir compte et avoir en tête que pour l'article 19.2, ce qu'on va d'abord regarder, ce sont les sources de revenus. Vous pouvez avoir un patrimoine important en France si vous avez des sources de revenus et des revenus inférieurs à ce que vous allez avoir de sources dubaïotes, la France ne pourra pas mettre en œuvre les dispositions de l'article 19.2. Donc, c'est très important de pouvoir se situer. Et nous, ce qu'on va faire aussi, et ce qu'on fait sur toutes les destinations dans le monde lorsqu'on vient nous voir, on va aussi calculer votre impôt français. Parce que, encore une fois, il n'est pas interdit d'avoir des revenus de source française. Mais il faut savoir qu'un non-résident, c'est quelqu'un qui est imposé de manière différente. Le non-résident est celui qui est plus imposé que le résident. Alors, typiquement, pour une raison toute simple, c'est que le résident bénéficie du quotient familial et il va pouvoir bénéficier de réductions et déductions d'impôts, ce qui n'est pas le cas du non-résident. Le non-résident va être imposé en fonction de la catégorie de revenus qu'il perçoit en France et il ne pourra pas bénéficier de déduction ou de réduction d'impôts. Donc ça, c'est le premier élément à regarder. Deuxième élément dans l'analyse préalable, c'est l'exit tax. L'exit tax, c'est quoi? Ça concerne les plus-values latentes sur type de société soumise à l'IS et vous pouvez être concerné par ce régime si vous détenez des titres de société à hauteur au moins de 50% ou si votre participation dans une société dépasse 800 000 euros. Dans ce cadre-là, il va falloir déclarer les plus-values latentes et spécificités des Émirats arabes unis, un peu comme la résidence principale. Comme les Émirats n'ont pas signé avec la France une convention en matière de recouvrement, la déclaration d'exit tax doit être déposée au moins 3 mois avant le départ de France. Alors nous, il nous arrive de voir des clients qui viennent et qui nous disent « je m'en vais dans 1 mois ». Et je leur dis « vous pouvez partir dans 1 mois parce que vous
pouvez résider là-bas en qualité de touriste, comme vous le souhaitez, mais vis-à-vis de la France, il faut d'abord déposer la déclaration d'exit tax, puis faire courir un délai de 3 mois, et après officialiser son départ de France. Voilà, ça c'est un élément important, l'exit tax, parce qu'on voit typiquement, nous, sur Dubaï, on a un départ sur 2, c'est un chef d'entreprise avec un sujet d'exit tax. Et puis, on a les autres démarches préalables qui sont plutôt des démarches pratiques et techniques, nécessité d'obtenir l'Emirate ID. Alors, l'Emirate ID, généralement, nous, on le voit, nos clients l'ont, soit parce qu'ils vont avoir des postes de salariés à des niveaux importants, par exemple professeurs de médecine, chercheurs, et donc là, ils vont avoir une sorte de passe-droit, ou plus simplement parce qu'ils vont ouvrir une société aux Émirats arabes unis. Et puis, le formalisme d'information à respecter pour nous, il va se situer au niveau comment on accompagne nos clients, qu'est-ce qu'on fait pour prévenir l'administration fiscale française, pour gérer les questions. Voilà, il y a un certain nombre de démarches à avoir parce que, indépendamment de la spécificité d'Ubayotte et Emirati de l'article 19.2, on a une typologie de points qui existent, qui sont similaires pour tous les départs de France. Alors, il y a bien longtemps, on avait ce qu'on appelait un quitus fiscal, c'est-à-dire que les personnes allaient aux impôts et disaient bah, « je m'en vais dans une semaine, je vais payer vos impôts ». Le quitus a disparu parce que on est en décalage de déclaration malgré le prélèvement à la source, mais pour autant, le taux, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il y a à payer. Donc, même si vous partez de France, vous aurez toujours, au moins pour la dernière année, une déclaration effectuée avec une spécificité très méconnu lorsque nous, on a des clients qui viennent nous voir, qui nous disent je ne comprends pas, je suis parti, j'ai indiqué à l'administration fiscale que j'étais parti, mais ils me disent que je n'ai pas tout bien rempli. Oui, parce que lorsqu'on décide de quitter la France, l'année de départ, on va avoir 2 déclarations. Une déclaration 2042 classique, celle que vous connaissez, vous allez mettre vos revenus, vos déductions, vos réductions d'impôts, un peu celle habituelle. Et celle-ci, elle va avoir comme période du 1er janvier à la date de départ de France. Et puis, on a une deuxième déclaration qui est du départ de France jusqu'au 31 décembre, qui s'appelle une déclaration 2042 NR, comme non-résident. Et là, on va déclarer le revenu de source française existant postérieurement à votre départ de France. Donc, voilà, ça c'est un élément important à regarder. Alors, il y en a plein d'autres, hein, puisque nous, on va jusqu'à analyser les comptes bancaires. Vous avez des comptes bancaires, des comptes de placement qui ne sont pas éligibles lorsqu'on est non-résident. Donc, on va visualiser la totalité de vos comptes bancaires et regarder ce que vous allez pouvoir conserver ou pas. Un non-résident, par exemple, ne conserve jamais d'avoirs fiscaux importants en France. Donc, soit il va les transférer dans l'état de résidence, soit il les transfère hors de France. Typiquement, nos clients, lorsqu'ils sont à Dubaï, ils ne transfèrent pas obligatoirement leurs avoirs à Dubaï, ils les transfèrent plutôt au Luxembourg ou en Suisse de manière tout à fait officielle pour qu'ils soient gérés hors de France, mais dans un système, on va dire, euro, et pas un système dollar ou émirati. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce matin. En récapitulant, pour avoir des idées plutôt simples, mais vraiment les bons réflexes, c'est se dire que lorsque vous souhaitez partir, alors il y a un préalable, mais je ne l'ai pas indiqué, mais ça me paraît souvent une évidence, même si je suis souvent étonné que des clients viennent me voir avec l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut quand même avoir été sur place au moins une fois pour choisir une destination. Et moi, je vois souvent des clients qui me disent « Non, mais je veux y aller, je ne connais pas, mais je suis sûr d'y aller. » Voilà. Lorsque je les envoie là-bas, souvent, une fois sur 2, ils choisissent une autre destination. Et sur les Émirats arabes unis, vraiment, il y a 2 typologies importantes à regarder. Sur place, alors nous, on a un certain nombre de correspondants, mais ouvrir une société, il y a des personnes plus ou moins sérieuses, ce qui va permettre d'obtenir un Emirate ID pour pouvoir travailler, sauf à ce que vous ayez un poste salariat. Et puis derrière, autre chose, bien regarder
que vous avez suffisamment coupé les ponts avec la France au regard des dispositions de l'article 19.2 de la Convention fiscale, ce qui va vous permettre d'éviter des soucis à l'avenir. Il ne faut absolument pas avoir le réflexe de quelques influenceuses souvent connues qui se sont dit « super, je ne paye pas d'impôts aux Émirats, je continue avec mes structures franco-françaises et je vais percevoir des sommes en France ». Mais non, ça n'a pas fonctionné et on parle de redressement souvent extrêmement important. Voilà. Georges, il y a 2 questions qui sont arrivées entre-temps, Oui, si tu oui, as la je possibilité les ai d'y vues. répondre. Oui, OK. Alors, première question qui est intéressante, qui est de dire est-ce que je dois déclarer au fisc français les revenus d'Ubaïot pour justifier mon centre d'intérêt économique? Alors, il faut bien comprendre qu'il y a 2 niveaux d'analyse. Je l'explique souvent à mes clients. Il y a l'analyse primaire que va avoir une personne d'un centre des impôts qui n'est pas un centre des impôts des non-résidents et qui va dire bah, si vous êtes à Dubaï, vous devenez Dubaïote. C'est-à-dire, c'est aussi nous, lorsque on va écrire à l'administration fiscale pour expliquer qu'un de nos clients part, l'administration fiscale, elle considère qu'il part. Maintenant, pourquoi on va regarder à Dubaï cette notion de centre d'intérêt économique? Parce que on sait que l'administration, au bout de 2 ans, 3 ans, voyant des flux entre la France et les Émirats, pourrait venir vous contrôler. Donc, on n'a pas à justifier. On doit pouvoir le faire à n'importe quel moment pour éviter un redressement. Donc, je n'ai pas besoin au préalable d'aller voir l'administration fiscale pour ça, mais je sais que c'est une des conditions et si je ne la réunis pas, je sais qu'il y a un risque très fort d'être contrôlé. Alors, sur le contrôle fiscal des non-résidents, qu'on soit clair, les non-résidents sont relativement peu contrôlés. Par contre, quand ils sont contrôlés, l'administration, c'est généralement ce qu'elle vient chercher. Et donc, ils ont une vraie vision de votre patrimoine et des flux. Donc, ne pensez pas que l'administration vous oublie. Il faut avant tout se dire, je vais remplir les conditions pour ne pas avoir de problème et de difficultés ou que ce soit remis en cause à un moment ou à un autre. Mais c'est vrai que le jour où vous partez, personne ne vous le demande. Le jour où vous partez, c'est à la limite un changement d'adresse. Quand moi, je demande à mes clients, par exemple, de regarder les comptes bancaires, personne ne leur demande, sauf que s'ils ne regardent pas les comptes bancaires, il y a un moment, l'administration va leur dire, mais c'est un indice, puis en plus, vous aviez des comptes bancaires tels le livret A que vous n'avez pas le droit de détenir en qualité de non-résident, donc en plus, vous avez fraudé, ou vous avez continué à percevoir des allocations familiales. C'est pour ça que l'avocat fiscaliste est là, c'est pour protéger et mettre en avant tous les points qui peuvent à l'avenir poser des soucis. Autre chose concernant le quitus, Oui. voilà, y a-t-il un équivalent au quitus qui permet de solder tout compte avec le fisc? Non. Non, parce que même si vous n'avez plus de revenus de source française, le quitus n'existe pas. Donc, si vous partez en 2023, vous devrez déclarer en mai 2024 vos revenus et dans la prolongation, vous aurez un avis de mise en recouvrement. Si vous continuez à avoir des revenus de source française, ben, tous les ans, vous aurez une déclaration à faire avec une prescription. Et si vous n'avez plus de revenus de source française, vous n'aurez plus de déclaration à faire. Donc, on fait une analyse année après année et vous devez déclarer ou pas déclarer en fonction de vos revenus. On est sur un système déclaratif en France au niveau de l'impôt sur le revenu. Donc, non, il n'y a plus de quitus, mais ce n'est pas plus mal parce que le quitus, en réalité, est un faux quitus qui a été donné par l'administration fiscale. Et puis, dernier point, je devrais justifier en cas de contrôle a posteriori. Ben, oui, quand la personne pose la question, c'est a posteriori qu'on doit être capable de justifier. Alors, je dis souvent à mes clients, attention, si vous décidez de partir le 1er juillet 2023, l'administration fiscale, elle ne va pas analyser la notion de résidence au 1er juillet 2023. On sait qu'il y a un certain temps de latence pour transférer des comptes bancaires, pour transférer des meubles. Donc, voilà, mais nous, on explique que ça doit être bouclé quand même dans les 6 mois, puisque lorsqu'on assiste nos clients, on leur explique que toute l'assistance départ de France
ça commence quasiment 2 ou 3 mois avant leur départ s'ils ont de l'exit tax, et puis ça se termine au moins 6 mois après leur départ de France, parce qu'il y a plein d'aspects, hein, notamment le prélèvement à la source qu'il faut pouvoir être capable de gérer avec toutes les incidences, selon qu'en France, vous soyez simplement salarié ou si vous êtes, par exemple, dirigeant de société, de SARL, etc.